de modéliser des écosystèmes à l'aide de ces équations toutes simples. Alors, je vais vous donner un dernier exemple de fonction logistique avant d'arriver au modèle épidémiologique. C'est ce qui se passe lorsqu'on a une compétition. Donc, si je prends deux herbivores dans le même écosystème, des moutons et des lapins, bien évidemment, ils ne se mangent pas, mais ils sont en compétition pour la même ressource. Et donc, on peut écrire le même genre d'équation où on a encore une fois une limitation du nombre de ressources. Les coefficients qui sont ici vous indiquent que les moutons mangent 2 fois plus d'herbes que des lapins. Et quand on regarde les solutions, quand on regarde ce qui va se produire, eh bien, c'est assez, comment je veux dire, dur. Là, on n'a pas d'équilibre entre les lapins et les moutons, car ils sont en compétition. La solution à l'équilibre, c'est en fait une solution où soit les moutons survivent, soit les lapins uniquement. Donc, les 2 points ici sont les 2 points d'équilibre de ces équations-là. Et ce qui est assez étonnant, c'est que en partant de conditions initiales fort proches, selon qu'on soit en fait au départ dans la zone verte ou dans la zone orange, on tombe en fait sur uniquement des moutons pour la zone verte, uniquement sur des lapins au final pour la zone orange. Et donc c'est un petit peu ce genre de modélisation aussi que certains utilisent pour modéliser par exemple la compétition entre grosses entreprises. Qui en fait, si vous avez deux entreprises qui vendent des smartphones par exemple, eh bien vous avez en fait deux types de systèmes directement en compétition. Et la physique, en tout cas les mathématiques, montre qu'il y a de la place pour qu'une seule. Voilà. Donc c'est assez bluffant de pouvoir modéliser ce genre de situation. Donc, évidemment, les modèles sont extrêmement simplistes et il y a moyen de les raffiner à volonté. Donc, je vais maintenant, donc vous comprenez que dans ce genre d'optique-là, on fait des maths, on fait de la modélisation. Et il faut savoir que les modèles épidémiologiques sont basés sur la même chose, le même genre de modélisation. C'est-à-dire que le modèle épidémiologique le plus simple qui existe est utilisé notamment par l'OMS et par le Centre des maladies infectieuses aux États-Unis, le CDC, qui est à Atlanta. C'est ce qu'on appelle le modèle SIR. Modèle SIR pour les initiales de Susceptible, Infected and Recovered, donc des individus sains, infectés ou immunisés. Et donc, on divise une population d'individus grand N en 3 catégories, les personnes saines, les personnes infectées et les personnes qui ont fait la maladie et qui sont maintenant immunisées, qui ont récupéré. Les questions d'épidémie ne vont faire que diminuer, c'est pour ça que vous retrouvez un signe moins ici dans l'équation. Et en fait, les personnes saines sont simplement infectées par des personnes contaminantes. Donc, si vous avez en fait I sur N, qui est en fait la probabilité de rencontrer une personne infectée dans la population, vous multipliez ce facteur au nombre de personnes saines et vous obtenez en fait la variation négative ici du nombre de personnes saines. Pour le nombre de personnes infectées, vous retrouvez exactement la même chose. Toutes les personnes saines qui disparaissent ici, vous les récupérez dans l'autre catégorie. Donc, vous récupérez exactement le même nombre ici, lambda IS sur N. Et ces personnes infectées, au fil du temps, vont récupérer, vont pouvoir récupérer, et donc vont disparaître de cette catégorie avec un certain taux, et donc vont devenir, avec ce même taux, vont faire partie de la dernière catégorie, donc qui est la catégorie des personnes immunisées. Et donc vous constatez en fait qu'il y a un modèle très très simple avec seulement 2 paramètres, lambda ici et gamma. Lambda, c'est un paramètre qui va en fait caractériser la contamination. Donc c'est grosso modo la probabilité de transmettre la maladie chaque fois qu'on va avoir un contact, multiplié par le nombre de contacts qu'on aura avec d'autres individus. Donc ça, c'est en gros la façon de faire pour comprendre, du moins pour interpréter ce paramètre lambda.
Et le deuxième paramètre, qui est gamma, c'est rien d'autre. Si on regarde un petit peu les équations, en tant que physicien, on aime bien regarder les unités. On voit en fait qu'il y a des nombres partout, mais il y a surtout le temps qui est ici. Et donc, ces paramètres doivent avoir les unités de l'inverse d'un temps. Et le paramètre gamma, c'est rien d'autre que le temps qu'il faut pour se débarrasser de la maladie. Donc, c'est le temps pour récupérer en fait de la maladie. Donc, c'est l'inverse d'un temps. Je me permets de te relayer une question de Yves Langer Oui, qui demande s'il ne manque pas une catégorie D. oui, oui, ça, je vais l'expliquer plus tard. Ok. Voilà. Donc, ici, on imagine qu'il y a, c'est une maladie bénigne où le nombre d'individus reste constant, il n'y a pas de décès, etc. Et donc, mais c'est important ce modèle-ci parce qu'il va vous expliquer proprement ce qu'est le fameux facteur R0 dont tout le monde parle. Donc, si on va chercher maintenant l'évolution de l'épidémie, en fait, on peut voir cette évolution dans un diagramme où on trace les axes du nombre de personnes infectées en fonction du nombre de personnes saines. Et comme le nombre d'individus est fixé dans le problème, on ne peut se balader en fait que dans la zone triangulaire qui est ici. Et si on regarde bien les équations, avec un petit peu d'études mathématiques, on voit qu'en commençant par exemple avec une seule personne infectée, on démarre d'ici, et l'épidémie, la maladie va évoluer suivant des courbes comme ça qui vont finir par retomber sur l'axe horizontal. Ça veut dire que, évidemment, l'état stationnaire, on va le retrouver uniquement quand le nombre de personnes infectées va disparaître. Donc, quand on n'aura plus que des personnes saines ou des personnes qui auront été touchées par la maladie et qui auront récupéré. Et donc, on doit se trouver quelque part là, à la fin de l'épidémie. Si on fait une étude mathématique, et je ne vais pas rentrer dans les détails de l'étude mathématique, hop, diapositive suivante, eh bien, on fait une étude de stabilité classique en maths, je ne vais vraiment pas rentrer dans les détails, mais on constate en fait que le paramètre essentiel, c'est le rapport entre mes deux paramètres précédents, lambda et gamma. Et c'est ça qu'on définit comme étant le fameux R0. R0, c'est lambda sur gamma. Si ce R0 est plus grand que 1, dans les équations, je constate en fait que l'épidémie peut se propager. Tandis que s'il est plus petit que 1, l'épidémie, si elle apparaît, elle disparaît très très vite. Donc en gros, si je reviens sur les courbes précédentes, qui sont là, soit que je fais une petite boucle, si le R0 est plus petit que 1, et si R0 est plus grand que 1, alors je ferai une grande boucle et toute la population aura été touchée par la maladie. Et le R0, vu les définitions que j'ai données de lambda et de gamma, c'est rien d'autre que mon facteur de transmissibilité. Donc, je vous rappelle que lambda, c'était T fois C, la transmissibilité de la maladie fois le nombre de contacts, et que gamma, c'était en fait l'inverse d'un temps. Et donc, si on prend cette définition-là, on voit qu'on a le produit de trois choses. Et ce produit de trois choses, c'est rien d'autre en fait que la probabilité d'être infecté au moindre contact, multiplié par le nombre de contacts qu'on va avoir par unité de temps, multiplié encore par la durée de l'infection. Et donc, en fait, le R0, c'est ça, en fait, c'est un produit de plusieurs choses. Est-ce que, on pourra en discuter après, par exemple, les gestes barrières tendent, en fait, à jouer sur un des trois facteurs. Et le confinement joue sur un autre des trois facteurs. Donc, vous voyez, on peut jouer sur les différents facteurs séparément. Donc, ce fameux R0, qu'on interprète donc comme ce produit de trois choses, c'est aussi le nombre moyen de personnes contaminées par un infecté au cours du temps. Et ce R0 peut bien évidemment évoluer au cours du temps. C'est pour ça qu'on l'appelle le nombre de reproduction, soit R0, soit RE, quand il dépend du temps. Donc, il y a plusieurs moyens de l'appeler. Et ce R0 est important pourquoi? Parce qu'il nous permet de comparer différentes maladies infectieuses
Donc, ici, j'ai repris un diagramme que vous avez peut-être vu au tout début de l'épidémie de Covid. Il avait été publié dans le journal Le Monde. C'était une très belle infographie où on présentait dans un plan le R0 en abscisse et le taux de mortalité des maladies infectieuses en ordonnée. Et vous constatez qu'on connaît tout un tas de maladies, pas très dangereuses, bénignes, mais très infectieuses, comme par exemple la gastroentérite, ici, qui a un R0 de 18. Donc c'est évidemment quelque chose qui, lorsque vous avez une épidémie de gastro, vous pouvez imaginer qu'elle se propage dans quasiment toute la population parce que le R0 est très important. Idem pour les maladies infantiles comme la varicelle, la rougeole, les oreillons, etc. sont des maladies avec un R0 qui est déjà élevé entre 6 et 9. Et la grippe, qui est d'ailleurs modélisée très bien par ce fameux modèle SIR, a en fait un R0 qui est proche de 1, 1,15. On va en reparler tout à l'heure. Et au tout début de l'épidémie, pour le Covid, on a en fait un R0 qui est plutôt aux environs de 2. En tout cas, du moins, on croyait à l'époque qu'il était aux environs de 2, ce qui fait qu'on l'a très vite comparé à la grippe espagnole, qui avait aussi un R0 aux environs de 2, avec une mortalité qui est légèrement supérieure à la grippe classique, saisonnière. Alors, oula, je vais me déplacer, hop. On peut évidemment raffiner ce modèle. Et le modèle le plus utilisé, c'est ce qu'on appelle le modèle SEIR. Pourquoi ? Parce qu'on a 4 catégories, susceptibles, exposés, infectés et les gens qui ont récupéré. Et on a évidemment la catégorie qui a été suggérée tout à l'heure, la catégorie des personnes décédées aussi. Donc on a en fait 5 compartiments dans la population. Et évidemment, on va décrire l'évolution des différents compartiments. Donc, on va avoir exactement les mêmes effets, les mêmes genres de modélisation pour ce qui est des personnes saines qui vont être exposées à des infectés. À ce moment-là, ils entrent dans la catégorie des exposés. En fait, c'est la période, ce sont les personnes qui ne présentent pas de symptômes, la catégorie, la case orange. Ils n'ont pas de symptômes, mais ils peuvent être déjà contaminants, ça, on peut le mettre dans le modèle, et il y a une période d'incubation. Et ensuite, ceux-là deviennent infectés et contagieux, et enfin, avec un certain taux de mortalité alpha, eh bien, certaines personnes infectées qui développent la maladie peuvent décéder. Donc, on a vraiment ce jeu d'équations ici, qui est très très simple à implémenter lorsqu'on joue avec des logiciels comme Mathematica, MATLAB ou autres. C'est très très facile à implémenter. Mais cette fois-ci, on a 4 paramètres. On a les 2 précédents, donc le lambda et le gamma, qui vous donnaient le R0 précédemment. Mais maintenant, on a le paramètre ici epsilon, qui va caractériser la durée de l'incubation de la maladie. Donc, la période qui va précéder la contagiosité. Et vous avez le 4e paramètre qui est le taux de mortalité de la maladie. Alors, il faut savoir que on peut faire une analyse similaire à ce que j'ai fait dans le modèle précédent. Donc, mathématiquement, c'est un peu plus compliqué, mais on a toujours un nombre de reproductions, on a toujours le même fameux seuil R0, qui doit être plus grand que 1 pour que la maladie se propage et plus petit que 1 pour contrôler l'épidémie. Et c'est toujours, on peut montrer que c'est toujours le produit de 3 choses. Donc la transmissibilité et le nombre de contacts qu'une personne a dans la population avec d'autres, et fois un temps caractéristique, qui est cette fois-ci plus le temps de récupération de la maladie, mais une combinaison des deux, parce qu'il y a 2 temps maintenant. Il y a le temps de récupération et il y a le temps d'incubation de la maladie. Donc, c'est une fonction un peu compliquée, mais ça revient quasiment au même. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce modèle-là ? On va appliquer ce qu'on vient d'apprendre. On va faire un petit exercice.
On aime bien ça en physique, sur des exercices. Et on va donc l'appliquer à la grippe saisonnière. Et donc, voilà les valeurs des paramètres bien connus pour la grippe saisonnière, comme elle revient chaque année. On a eu l'occasion de l'étudier en détail. La première chose à dire, c'est tout d'abord que la population, comme c'est une maladie qui revient chaque année, toute la population n'est pas touchée par la grippe. Même s'il y a des mutations, s'il y a des années où elle est plus forte que les années précédentes, on sait que, en gros, 85 à 95% de la population est immunisée pour la grippe saisonnière. Ce qui veut dire qu'on va avoir, comme grand N dans notre modèle, que 5 à 15% de la population totale. Donc, si je prends la Belgique, je dois en fait prendre 5 à 10% ou 15% de la population totale pour faire ma modélisation. La période d'incubation de la grippe, c'est très court, c'est 2 jours. Donc, hop, le paramètre epsilon, c'est 1,5. Le temps de récupération de la grippe, c'est 1 semaine complète, où vous êtes au lit avec de la fièvre, etc. Hop, vous avez en fait comme gamma, paramètre gamma, 1/7. Et comme taux de mortalité, on sait que si on regarde le taux de mortalité cumulatif, donc une fois que l'épidémie est passée, seulement une personne sur 1000 décède. Et donc, le alpha qui doit tenir compte de la durée aussi de la maladie, eh bien, il est 10 fois inférieur encore à ce taux parce qu'il faut considérer les 2 temps caractéristiques ici. Donc, j'ai un alpha qui vaut 1 dixième. Et le R0, c'est 1,15. Donc ça, c'est ce qui avait été montré dans le graphique du journal Le Monde, là que je vous ai présenté. C'est quelque chose qui est bien connu. On sait que c'est toujours 1,15 pour la grippe. Et donc, connaissant gamma, ben, vous pouvez directement trouver la valeur de lambda avec le 1,15. Et donc, si vous faites la simulation, vous voyez ici, donc ici, j'ai placé un axe en semaine, et je vais vous expliquer pourquoi c'est en semaine. Ça va me permettre de comparer à des données réelles. Donc, en t égale à 0, ici, je démarre l'épidémie dans la population belge. L'axe vertical, c'est que j'ai rapporté le nombre de cas par 100 000 habitants. Donc, il y a un facteur 115 avec la population belge totale. Et qu'est-ce que j'ai? Ben, je vois en fait un pic. À la semaine 10, à peu près, je suis sur le sommet du pic de l'épidémie de grippe. Et on voit que, en gros, la grippe ne dure que 5 à 7 semaines. Si on prend la largeur à mi-hauteur, ici, on tombe sur 5-7 semaines. Et on ne voit pas la courbe, qui est très, très, très basse, mais le nombre de décès est très faible. Donc, si je pars avec une immunité de 95% ici, j'ai seulement en fait 4 décès par 100 000 habitants. Donc ça, c'est typiquement le cas d'une grippe légère. Si on a une grippe plus forte une année, ça arrive, ça dépend des mutations du virus, à ce moment-là, on peut avoir jusque 3 fois plus de décès, donc 15 décès par 100 000 habitants, aux environs de 1000-1500 décès, grand maximum, de la grippe en Belgique, sur tout le territoire. Alors, est-ce que c'est réaliste? Je vous ai montré, c'est un petit modèle avec 4 paramètres. Est-ce que c'est réaliste? Oui. Ici, il faut savoir que Scienzano va en fait récupérer des données auprès des généralistes. Ces données sont rapportées en fait toutes les semaines. Vous avez ici l'épidémie entre 2017 et 2018. 0, c'est le 31 décembre de l'année qui précède. L'épidémie de l'année d'après. Et vous voyez en fait ces courbes typiques. Et je les ai en fait toutes reprises sur le même graphique en jouant en fait simplement, parce qu'elles sont parfois légèrement décalées de quelques semaines, en reprenant le maximum et en les faisant glisser pour que le maximum coïncide. Et vous voyez, par rapport à la simulation précédente, que ça marche tip-top. Donc, on arrive très facilement à prédire la durée et l'amplitude du pic d'épidémie de grippe. Donc, connaissant cela,
on peut maintenant se pencher sur l'épidémie qui nous préoccupe tous, l'épidémie du Covid. Donc, j'ai fait une petite chronologie de ce qui s'est produit avec le Covid. Il faut savoir que ça, comme vous le savez, ça a démarré en Chine vers novembre-décembre. On ne sait pas encore très bien quand, mais ça commence à se préciser. Que ça s'est développé tout d'abord à Wuhan, au centre de Chine, et que la ville a été fermée, et même la province de Hubei a été complètement fermée aux environs du 20 janvier. Et à l'époque, on avait toutes les informations concernant cette maladie, c'est-à-dire que les médecins ont rapporté tous les cas, on avait des statistiques, et donc les premières publications sont parues avec les chiffres concernant cette maladie au mois de février. Mais on n'a pas attendu les publications. Au mois de janvier, dans la presse, il suffisait d'ouvrir son journal pour obtenir ces différents chiffres. Et donc, j'ai dit qu'en Europe, j'ai indiqué qu'on était un peu dans le déni, je vais vous expliquer pourquoi. Et le premier lockdown, en tout cas pour ce qui nous concerne, c'était en Italie, en France et en Belgique, début mars. Enfin, mi-mars pour la Belgique, mais début mars, vers le 8 en Italie. Ce qui est important, je vais en parler aussi après, c'est qu'on a eu des cas qui se sont propagés sur des navires de croisière ou alors le navire de guerre Charles de Gaulle plus récemment. Et ça, c'est très important parce que comme pour la grippe, où les premières études ont été réalisées dans des internats où on avait une population bien déterminée, enfermée dans une école, dans un internat où on voyait l'épidémie de grippe se propager, ça a permis de mesurer des choses. Ben ici, c'est la même chose pour les navires de croisière, avec une grande précision. Alors, qu'en est-il de ces chiffres? Alors, j'ai été reprendre un petit peu tout ce qui circulait dans la presse fin janvier, donc juste après le lockdown à Wuhan. Et fin janvier, eh bien, on était sûr d'une chose, c'est que l'immunité face à cette nouvelle maladie, elle était de 0%. L'OMS dit que, en fait, 70% de la population mondiale sera touchée par la maladie. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui sont isolées, il y a des personnes qui ne vont pas réagir de la même façon face à la maladie. Donc, on peut imaginer qu'il y a une immunité plutôt entre 0 et 30%. On peut aussi imaginer qu'il y a des populations qui sont isolées dans les steppes de Sibérie ou sur une île déserte quelque part au centre du Pacifique. Donc, à comparer avec l'immunité de la grippe que j'ai repris ici sur le côté. La période d'incubation du Covid, c'est quelque chose qui a été fortement discuté fin janvier dans la presse. Souvenez-vous, c'était important de connaître cette période d'incubation pour mettre les gens en quarantaine. On ne savait pas si on devait mettre les gens en quarantaine 10 jours, 15 jours, un mois. Et donc, on savait, à l'époque, il y avait plein de chiffres qui circulaient, que la période d'incubation était située entre 2 jours et allant jusqu'à 2 semaines. Donc, si on fait une moyenne, on tombe sur une grosse semaine, à comparer avec la période d'incubation de la grippe qui n'est que 2 jours. La période de récupération, on savait pertinemment bien que les personnes qui développaient la maladie avaient des grosses fièvres, avaient de la toux, avaient des problèmes respiratoires et aigus, et on ne récupère pas en fait ces problèmes-là rapidement, en tout cas moins rapidement que la grippe. Et on savait qu'avec les statistiques des hôpitaux chinois, qu'on était plutôt aux alentours de 10 à 20 jours de récupération. Et on avait un taux de mortalité cumulé qui était à Wuhan, qui est en tout cas publié comme tel, de 2%. C'est d'ailleurs le taux qui était présenté sur le graphique que je vous ai présenté tout à l'heure du journal Le Monde. Quant au R0, le R0, dans le graphique du journal Le Monde, on parlait de 2, un R0 de 2. Par contre, si on regarde un peu la littérature chinoise, là, on voit qu'on rapporte plutôt un R0 de 4, voire 5. Donc, il faut un petit peu se mettre entre les... couper la poire en deux, je vais dire.
et aller prendre une valeur moyenne entre 2 et 5. Si vous faites maintenant votre simulation, et j'ai repris les mêmes axes, tant pour le Covid que pour la grippe, eh bien, fin janvier, n'importe quel modélisateur expert en épidémiologie, vu qu'ils utilisent ces modèles-là, peut voir qu'avec ces chiffres, on a en fait 40 000 personnes sur 100 000 touchées par la maladie au maximum de l'épidémie, c'est énorme, avec un nombre de décès qui avoisine les 1900 personnes par 100 000 habitants. Donc faites le calcul pour la Belgique, vous multipliez par 115 et vous voyez tout de suite qu'on arrive à des nombres très élevés. Donc ici, j'ai remis le pic de l'épidémie qu'on ne voit même pas sur la même échelle. D'accord ? Et donc on voit qu'il y a vraiment un problème. C'est pour ça que je dis que les gouvernements étaient dans le déni, parce que clairement, avec les chiffres qui circulaient dans la presse et dans la littérature scientifique, on pouvait prédire que ce Covid est la source d'une petite catastrophe. Alors, la situation, elle est devenue encore plus mauvaise en février, parce qu'en février, on a commencé à rapporter la présence de cas asymptomatiques qui sont en plus contagieux. On a rapporté des taux de mortalité qui étaient plus élevés, et ça c'est lié, on va en parler, à la capacité des soins intensifs. Et alors, on a aussi obtenu des statistiques, comme je l'ai dit, du Diamond Princess notamment, avec des nombres de reproduction qui étaient supérieurs à 10 pour le Covid. Et ça, c'est aussi dû au fait que sur un navire, on se retrouve évidemment fortement confiné, avec, je veux dire, une propagation qui est plus simple que dans la population normale, quand on se trouve hors d'un bateau. Il y a quand même deux mauvaises nouvelles. C'est qu'il y a des cas asymptomatiques qui sont contagieux et que maintenant le schéma d'évolution de la maladie est différent, en tout cas d'une maladie classique, avec des cas sévères. Donc ce qui se passe, c'est que pour les cas asymptomatiques, on a une période d'incubation de 5 jours, sans symptômes, et puis après, ces gens récupèrent, mais on ne sait pas très bien s'ils sont immunisés ou pas. Ça fait toujours débat aujourd'hui. Pour les cas symptomatiques, 85% des individus vont en fait récupérer, mais pour 15% d'entre eux, on aura besoin en fait de les amener à l'hôpital pour les aider à respirer, etc. Et pour 5% d'entre eux, ils auront besoin d'une aide pour respirer en soins intensifs. Et aux soins intensifs, 50% de ceux-là vont survivre, mais après avoir occupé un lit en soins intensifs durant 20 jours. Vous voyez, 5 jours d'incubation, 7 jours à la maison, 7 jours en lit à l'hôpital, et puis 20 jours aux soins intensifs. Et après, on peut espérer qu'ils récupèrent, en fait, ils retournent en chambre avant de pouvoir rentrer chez eux. Et malheureusement, pour certains d'entre eux, 50% de ceux qui vont aux soins intensifs, en général, leur état se dégrade et décèdent en fait en moyenne après 5 jours. Alors, toutes ces données-là, elles m'ont été fournies par des médecins qui travaillent dans les unités de soins intensifs, et donc sont des statistiques, en tout cas qui datent de février et mars. Aujourd'hui, je sais que ça a un petit peu changé. La bonne nouvelle, c'est que la prise en charge des patients s'est améliorée et que le taux de survie a augmenté. Donc ça, il faut savoir que c'est quand même une bonne nouvelle. Alors, pour faire ça, pour modéliser ce genre de choses, qu'est-ce qu'on fait? Rebelote. On partage la population en différentes catégories, les mêmes couleurs que précédemment, sauf que j'ai rajouté maintenant des catégories qui vont concerner les patients hospitalisés, les patients qui vont aller dans les soins intensifs et ceux qui vont décéder. Et donc, il y a plus de paramètres, évidemment, paramètres qui vont être fixés
par les statistiques des médecins. Et donc, ah oui, je dois faire aller la petite vidéo. Et donc, on peut, à l'aide du modèle, on peut en fait retrouver les tendances des hospitalisations, des personnes aux soins intensifs. Et, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut même mesurer le taux de reproduction de la maladie. Donc, je vais vous le montrer tout de suite. Ça, c'est le genre de graphique que je publie, c'est celui qui date d'hier. Vous avez les patients hospitalisés en bleu, vous avez les patients aux soins intensifs en rouge et les décès en hôpital, qui sont les décès vraiment confirmés du Covid, en gris. Et vous avez les courbes qui sont les modélisations, avec ce que je vous ai montré, pour autant que l'on considère un nombre, donc un facteur de reproduction de la maladie qui évolue au cours du temps. Et pourquoi a-t-il évolué au cours du temps? C'est parce que le jour 19, on a en fait instauré le lockdown en Belgique, qui a eu un effet, l'effet de diminuer le taux de reproduction de l'épidémie et donc de courber en fait les hospitalisations et de les faire plafonner en quelque sorte avant que ces hospitalisations ne retombent. Donc ça marche assez bien. Et en plus de ça, on peut estimer avec le modèle, donc si je reviens en arrière sur mon schéma, on peut estimer le nombre de patients qui ont récupéré et donc qui ont développé la maladie et qui maintenant sont, entre guillemets, immunisés. Et donc, si je fais le calcul dans la population belge, par 100 000 habitants, on voit qu'on en a environ 6 000 aujourd'hui. Et ça correspond en fait aux données de l'Université d'Anvers, qui sont en fait des études sérologiques et qui montrent que 6% de la population belge a été touchée par la maladie. Donc, ça marche assez bien. Et vous avez ici la courbe en vert clair qui a en fait le nombre de cas actifs. Donc, le vert clair correspond plutôt au nombre de personnes infectées ici. Et on voit que le nombre de personnes infectées aujourd'hui est quasiment équivalent à ce que nous avions le jour 19, donc le jour du lockdown. Ce qui est quand même encore important. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Après, je vais terminer. On peut aussi regarder ce qui se passe si on déconfine trop rapidement. Donc, s'il n'y a pas de geste barrière, si les gens ressortent de chez eux sans masque, on peut en fait imaginer que le nombre de reproductions ici va augmenter lors de chaque étape de déconfinement. Et à ce moment-là, on voit évidemment en fait la deuxième vague dont on parle aujourd'hui qui va arriver. Et tout va dépendre, l'amplitude de cette vague et la date d'arrivée de cette vague dépend en fait de la remontée du nombre de reproductions ici. Et donc avec ce genre de modèle, on peut espérer en fait suivre au jour le jour la façon dont les courbes décroissent et éventuellement remontent. Donc aujourd'hui, on est donc 4 mai 11, on est ici au milieu et on voit que les premiers effets, en tout cas de la remontée, s'il y a une deuxième vague, on les verra la semaine prochaine. Donc ça, c'est ce que je fais pour le moment. J'analyse finement les données pour anticiper l'arrivée de cette deuxième vague. Alors, si je fais un résumé, je vais arrêter là et puis on passera aux questions. C'est que les modèles logistiques sont évidemment extrêmement simples. Et le gros avantage, c'est que vous avez un nombre de paramètres qui est réduit, qui est limité. Les épidémiologistes ont des modèles qui sont parfois très compliqués, avec plein de paramètres. Mais en tant que physicien, moi j'aime bien avoir un nombre réduit de paramètres, comme ça je contrôle un peu mieux ma compréhension en fait, du phénomène. Alors il reproduit assez fidèlement les tendances de l'épidémie, ça on l'a vu, et comme je viens de le montrer, on peut même tester différents types de stratégies pour sortir du confinement ou pour reconfiner par exemple. Et en perspective, j'aimerais bien développer avec certains de mes collègues ici à l'université, des géographes et des ingénieurs qui font du machine learning, en fait un modèle similaire, sauf qu'au lieu d'utiliser des boîtes, des catégories de la population d'infectés, de personnes contaminées, etc.,
sur toute la Belgique. On pourrait envisager en fait de reprendre des boîtes beaucoup plus petites, par commune par exemple, pour avoir un niveau de précision meilleur et pour essayer de comprendre pourquoi la propagation de la maladie, par exemple en Belgique ou dans d'autres pays, est très hétérogène. On voit des pics à certains endroits et pas à d'autres, et on comprend pour le moment pas encore bien pourquoi. Ça pourrait aussi permettre de développer des stratégies de confinement localisées. J'ai un collègue qui a publié récemment un article où il propose en fait de confiner par région plutôt que de confiner un pays entier, et ça permet en fait de continuer à faire fonctionner l'économie tout en assurant en fait, en évitant plutôt une saturation des hôpitaux. Voilà, je vous remercie, j'ai terminé ici.